Avec Ingrid ce matin, on essaie de vous guider, puis guider vos enfants vers une rentrée scolaire qui se passerait sans pépin. Parce que des sans fois... pépin? T'as-tu vraiment dit ça? Est-ce que ça se peut? C'est ça. Bien, je suis pas sûre. Voilà. On s'attend à ce que nos enfants y aient une super belle rentrée scolaire. Sont excités, sont énervés. On l'est aussi. On va mettre leurs photos sur Instagram, puis ça va être Pinterest. Mais ça se peut fort bien que ça se passe pas comme ça. On peut avoir des grandes surprises. À leur retour aussi de l'école, là, on souhaite qu'ils nous racontent leur journée dans la bonne humeur, mais il va y avoir peut-être toutes sortes d'émotions. Donc, je me suis entretenue avec Sarah Hamel, psychoéducatrice. On a décortiqué tout ça ensemble. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a 4 piliers à sécuriser chez l'enfant. Parce que les rentrées, peu importe notre âge, tu sais, comme moi, c'est ma rentrée aujourd'hui, je suis un peu fébrile avec vous. C'est la nouveauté aussi, tout à fait. Comme toi aussi. Hier, j'avais des papillons, là. Bien, c'est ça. Donc, peu importe notre âge, les rentrées, la nouveauté, c'est anxiogène. Alors, quels sont ces 4 piliers? On écoute Sarah Hamel. Quand on pense à la rentrée scolaire, les 4 facteurs sont là. La nouveauté, l'imprévisibilité. On ne sait pas comment ça va se passer. Le manque de contrôle. On n'a aucun contrôle sur la manière dont ça va se dérouler. Et l'ego menacé, ça, c'est justement par rapport plus aux relations sociales. Donc, est-ce que je vais être acceptée par mon groupe de pairs, PAIRS? Est-ce que je vais sentir que j'ai ma place? Est-ce que mon enseignant va m'aimer la face? Toutes ces affaires-là, là. Ben, donc, vu qu'on a beaucoup de facteurs de stress qui sont impliqués dans la rentrée, il faut s'attendre à ce que nos enfants, ben, ils en vivent du stress. Puis c'est normal. Souvent, notre réflexe, ça va être d'essayer de faire en sorte que nos enfants vivent pas d'émotions désagréables. Quand nos enfants viennent nous parler de leurs préoccupations, là, bien souvent, c'est pas des réponses qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on fixe, qu'on répare la situation, qu'on règle leurs problèmes. Ils ont besoin de réconfort. Ah oui, puis de l'écoute à ce moment-là. Tellement. Ah oui, raconte-moi comment tu t'es sentie. Oui. Parce que toutes les émotions sont valides. Toutes les émotions sont valides. La colère aussi. La colère, on a tendance à vouloir la réprimer. Elle n'est pas belle, la colère, mais c'est totalement faux. La colère, c'est le gros bodyguard de la tristesse. Les enfants, là, ils n'ont pas la maturité cognitive pour être capables de gérer les trop-pleins d'émotions. Donc, des fois, ça sort en colère. Il faut la valider, il faut l'écouter puis l'accueillir également. Là, imaginez votre relation avec votre enfant à la maison. Là, on parle de maison saine, OK? Exemple de violence. Là. Les enfants sont dans une bulle de protection bien blindée. On leur a tout donné. L'amour, la sécurité, le réconfort, l'écoute. Là, ils sont pitchés à l'école, ils arrivent dans la jungle scolaire, ils n'ont plus leur bulle de protection. Donc, ça va être le rôle des enseignants, le corps professoral, les surveillants de recréer cette bulle-là pour que l'enfant puisse aller se déposer. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que au fil du temps, au fil des semaines, cette bulle-là de protection va être recréée et l'enfant ne sera plus en réaction et va pouvoir s'apaiser. Donc, il y a des bonnes nouvelles au bout du tunnel. Maintenant, là, c'est super important ce que je vais vous dire. Là, il y a plusieurs parents qui pensent que c'est hyper important de forcer l'indépendance. Tu sais, l'indépendance à tout prix de nos enfants, il faut qu'ils soient autonomes. Sors des jupes de ta mère. On l'a entendu, ce mythe-là. Oui, défais ta boîte à lunch, place tes choses. Bien, sois autonome. C'est ça. Exactement. On écoute Sarah Hamel. Quand on entend ça, c'est vraiment... c'est l'équivalent de pousser un enfant, un petit oiseau en bas du nid, là. Tu sais, c'est ça, là. Puis, tu sais, ce que la littérature scientifique nous rapporte par rapport à forcer l'autonomie puis l'indépendance, ben, c'est qu'en fait, on s'éloigne de notre objectif quand on fait ça. L'autonomie puis l'indépendance, ça se développe. Ça s'apprend pas. Fait qu'on peut pas forcer ça, là. Même si on voulait là, que nos enfants ils soient plus vite autonomes. Puis, tu sais, on va se le dire, on est dans une société qui capote sur l'autonomie puis l'indépendance, là. On veut que nos enfants soient autonomes puis indépendants à 3 mois, là. OK? Fait qu'on a des attentes complètement irréalistes par rapport à l'autonomie puis l'indépendance quand on considère les réelles capacités développementales de nos enfants. Ça, c'est vraiment un problème typique des sociétés, de notre société occidentale. Mais lorsqu'on permet aux enfants de dépendre de nous, et c'est là qu'on va voir
l'émergence développementale apparaître. Un enfant qui peut se déposer au sein d'une relation, qui a rien d'autre à faire que de jouer, que de se développer puis d'apprendre, parce qu'il n'est pas en mode survie à essayer de s'occuper de lui, là, bien, cet enfant-là va avoir accès à toutes ces ressources pour pouvoir développer les habiletés nécessaires pour devenir autonome et indépendant. Oui, parce que c'est un point crucial de la rentrée. On dit qu'un enfant qui est anxieux, qui avec, entre autres, l'anxiété de séparation, bien, ça va lui nuire dans l'épanouissement de toutes les activités qui vont être proposées. Bien, absolument, parce que s'il n'y a pas les conditions favorables pour apprendre, s'il est tout en train de gérer là, ses émotions puis son anxiété de séparation, bien, il n'y a pas les conditions favorables pour apprendre, pour capter l'enseignement, en fait. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Quels sont les outils, en fait, pour gérer l'anxiété de séparation? On écoute Sarah Hamel. Quand on ne peut pas être à proximité physique de notre enfant, on va miser sur la connexion. Fait qu'au moment des séparations, on va faire le pont, faire le prochain moment de connexion. Au lieu de focusser sur le fait qu'on se sépare, là, on va parler de nos retrouvailles. On va laisser, par exemple, la pâte à modeler sortie sur la table du salon en disant hey, « c'est ça qu'on va faire quand on va revenir de l'école, tantôt quand je vais aller te chercher. » Puis de parler, j'ai tellement hâte d'aller te chercher. Puis on va arrêter au parc en revenant de l'école. Puis on va vraiment mettre l'emphase sur ce moment-là, le moment des retrouvailles. On peut aussi glisser un petit message, une photo dans la poche du sac à dos. C'est tellement, tellement important, ce pont de connexion-là, parce qu'il va pouvoir se projeter dans un futur avec nous. Donc, il faut vraiment protéger notre enfant, communiquer avec lui, l'accueillir dans ses émotions. C'est tout à fait normal d'en avoir. Pas taire les émotions, puis lui donner des outils. Tu sais, dessiner un petit cœur là, sur le bras, laisser un petit mot dans la boîte à lunch. Tout ça, c'est des petits gestes qui semblent anodins, mais qui peuvent faire toute la différence pour apaiser votre enfant. Ouais. Il va savoir qu'au retour, là, après sa grosse journée, il y a quelqu'un qui m'attend, puis je retourne dans ma bulle de sécurité. Ça, c'est important pour leur petit cœur. Ouais, je retourne m'amuser. Puis, tu le dis bien aussi, les choses vont évoluer, là. C'est la première semaine, il y a du nouveau, il y a de nouvelles émotions, puis c'est tout à fait normal. On se reparlera en janvier. Hey, bonne rentrée! Oui, c'est ça!